20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 18 mars, marquée par cette assemblée générale d'urgence des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Face à la presse, ils ont exigé la reprise des travaux de voirie interne et annoncent des journées sans ticket ainsi que l'interruption pendant 48 heures de toutes leurs activités pédagogiques. Dans ce journal, les précisions de l'un des représentants des étudiants de l'université Gaston Berger. À Kaffrine, pour dénoncer leurs conditions de travail, les agents du secteur de la santé ont décrété une grève de 48 heures les 23 et 24 mars prochains. En conférence de presse, ils ont annoncé la suspension des consultations et des vaccinations. Les détails sur cette grève dans cette édition. L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux, c'est l'intitulé du forum de la ville de Dakar, un événement initié par Barthélémy Diaz à 3 jours du démarrage de la 9e édition du forum mondial de l'eau, alors que le maire de Dakar se serait senti écarté de l'organisation de l'événement d'envergure internationale. Il semblerait qu'il ait décidé de traiter la problématique de l'eau à sa manière. Dans ce journal, réaction du maire de la capitale. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont à nouveau fait part de leur mécontentement ce vendredi en décrétant des journées sans ticket et 48 heures de cessation de toute activité pédagogique sur le campus. En assemblée générale d'urgence, ils ont exigé la reprise des travaux de voirie interne et menacent de durcir le ton si rien n'est fait. Écoutons Ibrahima Dioumafay, l'un des représentants des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant Ousseynou Diop. Où je vous parle, la coordination des étudiants de Saint-Louis et toute la communauté sanaroise a constaté qu'il y a une inertie totale des autorités. Les travaux n'ont pas débuté. Aujourd'hui, donc, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décidé de descendre sur la nationale, de montrer son désarroi face à l'opinion nationale et internationale. Et à dire à l'autorité qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour résoudre de manière définitive cette question de la voirie interne. Actuellement, la coordination a décrété des GC illimités dans ce sens et a décidé aussi de décréter 48 heures de cessation de toute activité pédagogique en exigeant la reprise immédiate des travaux pour la réhabilitation de la voirie interne. Faute de quoi, la coordination des étudiants de Saint-Louis va aller jusqu'au bout sur ce combat et ne lésinera sur aucun moyen syndical pour faire revenir les autorités sur leur entêtement et qu'ils puissent revenir au sein de ce campus faire leur travail parce que c'est la raison pour laquelle ils sont payés. Autre revendication à Kaffrine, cette fois où les agents du secteur de la santé décrètent une grève de 48 heures les 23 et 24 mars prochains. En conférence de presse ce vendredi, ils ont dénoncé leurs conditions de travail qui, selon eux, ne leur permettent pas de vivre dignement. Mercredi et jeudi prochain, donc, les populations de Kaffrine ne pourront ni se faire consulter, ni se faire vacciner. Narcisse Gomis est le porte-parole des agents de santé. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant Oumar. Les agents de santé, particulièrement les paramédicaux, sont les parents pauvres de la fonction publique du Sénégal. C'est pour cela que And Gueusseum exige à l'État de prendre en considération notre plateforme revendicative qui se résume ainsi. Bien fiers de ce que nous sommes, nous voulons un plan de carrière qui puisse nous permettre d'être parmi les décideurs du système. La situation des agents de santé communautaires, à savoir les ASC, qui depuis Matizalem sont considérés comme des volontaires et perçoivent de maigres salaires. C'est pour cela que And Gueusseum exige à ce qu'on revoie les textes organisant les CDS et le recrutement dans la fonction publique. Pour cela que And Gueusseum décline un plan d'action pour lutter contre cette injustice. À partir de la semaine prochaine, une grève de 48 heures sera observée avec le respect des urgences et en perspective la rétention des données et de boycotter tous les programmes, à savoir le PEV, la campagne universelle du MILDA, l'APF, etc. Lutte contre l'épidémie du coronavirus à Saint-Louis. Les agents du service régional de l'action sociale reviennent sur leur mission qui, selon eux, a largement contribué à freiner la propagation du virus. Prise en charge psychosociale, règlement de situations conflictuelles au sein des foyers. Gorassey est le chef du service régional de l'action sociale de Saint-Louis. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Ousseynou Diop.
Et durant cette pandémie, nous avons eu à abattre un excellent travail, aussi bien au niveau de l'action sociale ou des prises en charge psychosociales ont été menées à l'égard aussi bien des confinés. Ensuite, en amont, nous avons eu à travailler avec nos collègues de l'hôpital régional de Saint-Louis qui, au niveau des CTE, donc, ont eu à abattre aussi un excellent travail avec les malades, les différents patients qui étaient au moins internés au niveau des CTE. Et là aussi, c'est un travail extraordinaire qui a été effectué. Du côté de l'AIMO aussi, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de ménages qui sont partis en éclat. Et de fil en aiguille, nos collègues de l'AIMO ont assuré pratiquement la médiation pour permettre aux couples de se retrouver autour de l'essentiel et de continuer leur ménage. À Kaffrine, le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration d'un centre de dialyse pouvant accueillir plus de 10 patients par jour. Un ouvrage de 140 millions de francs CFA et qui devrait permettre une meilleure prise en charge des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Retour sur l'inauguration de ce nouveau centre de dialyse avec nos correspondants Oumar Dia et Boubacar Fall. Un centre de dialyse d'une capacité d'accueil de 16 lits a été inauguré ce matin par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Une infrastructure qui va soulager les malades souffrant d'insuffisance rénale. On est vraiment satisfait parce que, figurez-vous, on a 16 générateurs. Donc 16 générateurs, 12 dans notre grande salle, ce qui nous permettra éventuellement, si on fait 2 branchements, d'avoir 24 patients à prendre par jour. Donc, globalement, si on fait 2 branchements par jour, ce sera 48. Et si on passe à 3 branchements, éventuellement, ce sera à 72. Donc, figurez-vous qu'on peut prendre beaucoup de patients. Maintenant, il y a d'autres préalables à mettre en place. Et il est vrai que, comme on est au début, on a 2 infirmières qui nous accompagnent. Le maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, parle d'un important investissement qui répond à un souci d'équité territoriale. Il y a quelques années, personne ne pouvait penser que des Kaffrinois pouvaient être traités de cette maladie ici même à Kaffrine. C'est là aussi la bonne volonté du chef d'État. S'il y a un secteur sur lequel je suis extrêmement satisfait, c'est le secteur de la santé. Et je voudrais vous dire ma disponibilité à vous accompagner en tant que maire de la commune, c'est vrai. Au total, 21 centres de dialyse ont été construits au Sénégal depuis 2012 contre 2 seulement avant, selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, qui demande aux populations de s'approprier l'infrastructure et de la préserver. Le nombre de centres de dialyse est passé de 2 à 23 et aujourd'hui, presque toutes les régions disposent au moins d'un centre de dialyse. Ainsi, le budget de l'achat de kits est passé de 2,7 milliards à 5,2 milliards depuis. Déjà 56 patients souffrant d'insuffisance rénale sont enregistrés dans la région de Kaffrine et ils vont désormais bénéficier de prises en charge gratuites et sur place selon les autorités médicales. Parlons à présent de litige foncier avec cette manifestation à Cœur-Mousseau, une communauté rurale située dans le département de Thiès. Sur place, les populations de 5 villages dénoncent la spoliation de leurs terres par un promoteur agricole qui lui prétend détenir un décret signé par les autorités. Ce vendredi, des agriculteurs et des éleveurs installés sur le terrain sont sortis dans la rue pour s'opposer à leur expulsion. Réaction dans ce reportage de nos correspondants Charanta Diop et Seyla Tir. Au nom de l'intérêt de la nation, nous avons accepté de céder 5000 hectares de nos terres pour l'implantation d'usines et de carrières, mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien à donner. Nous demandons à l'État de nous protéger contre les prédateurs fonciers. C'est le cri du cœur lancé par les habitants des villages de Nyarip, Manko, Sunwolof, Galan, Ngomen lors d'un sitting pour dénoncer les tentatives de spoliation foncière. C'est un marabout qui vient aujourd'hui pour prendre nos forêts et pour nous déguerpir. Ce qui nous motive à en sortir pour alerter l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des villageois, nous sommes des éleveurs. Nous avons besoin que là où nous, pour nos troupeaux, nous avons besoin aussi de zones pour pâturage. C'est la périphérie de la village, du village, oui. Vous voyez notre lancoline. Selon leur porte-parole, ces populations sont installées sur ces terres depuis plus d'un siècle. Elles demandent la protection de l'État contre les prédateurs fonciers qui ont jeté leur dévolu sur leur localité. Moi, je suis né ici. Mon père est né ici. Le village a plus de 100 ans. Il a évoqué ces décrets pour dire que c'est lui qui est le propriétaire de cette terre. C'est l'État qui a donné ça. C'est étonnant. Nous venons ici pour alerter
pour éviter avant le pire qui parodie. Les populations de la zone nord de Kermoussou estiment qu'elles n'accepteront jamais qu'une telle délibération se fasse. Elles s'érigent en bouclier. Et nous restons avec les litiges fonciers. Hier, jeudi, le maire de la commune de Sindia a été placé sous mandat de dépôt, arrêté dans une affaire de faux, usage de faux et pour escroquerie foncière. Sa détention a servi de prétexte au Forum civil pour encourager les autorités à trouver les responsables des nombreux cas de délits fonciers au Sénégal. Salih Dias Mbour, des communes qui, d'après le Forum civil, méritent l'intervention de l'inspection générale d'État. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gaye pour les détails. Thierno Diagne en prison depuis mercredi dernier pour une affaire foncière. Le Forum civil dit ne pas être surpris par cette arrestation. Nous avons été alertés depuis 2017 et nous avons reçu pas mal de réclamations concernant donc le foncier au niveau de la commune de Sindia. Et si vous vous rappelez également avec l'affaire Ndengler, donc cela avait surgi également par rapport à la gestion du foncier. Cet acteur de la société civile ajoute que plusieurs maires des communes du département sont mouillés dans des scandales fonciers. C'est le cas du maire de Sali Ousmane Gueye. Ce qu'il faut dire, c'est que Thierno ne peut pas être le seul à tomber. Si par exemple vous allez au niveau de la commune de Sali, à la mairie de Sali, il se passe des choses beaucoup plus graves. Si vous allez également au niveau de Nguyen avec l'ancien maire, c'est la même chose. Si vous allez au niveau de Dias également avec le défunt maire, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses pas du tout transparentes, des choses très nébuleuses. Si vous allez également au niveau de Mbour, avec l'ancien maire de Mbour, non pas seulement la place publique, mais également au niveau de la lagune de Mbaling, il y a énormément des choses à éclaircir au niveau de ce foncier. Le Forum civil invite l'IGE à faire une descente dans le département de Mbour. Nous demandons également au président de la République de faire descendre une équipe de l'IGE au niveau du département de Mbour, parce que nous savons tous que le département de Mbour est un département à problème sur le foncier. Le département de Mbour n'a pas de plan d'urbanisme de détail, n'a pas de plan directeur d'urbanisme et le département d'Ambour n'a pas également de schéma d'aménagement du territoire. Il faut rappeler que des mouvements citoyens ou populations du département de Mbour n'arrêtent pas de dénoncer l'expropriation de leurs terres. Je vous le disais, en titre, à 3 jours du démarrage de la 9e édition du Forum mondial de l'eau, la mairie de Dakar a décidé d'organiser son propre forum, un événement qui s'intitule L'eau à Dakar, Dakar sous l'eau et qui s'est ouvert ce vendredi. Pendant 5 jours, il s'agira de réfléchir sur l'approvisionnement en eau ainsi que sur l'assainissement, deux problématiques majeures pour la capitale. Ce vendredi, le nouveau maire a procédé au lancement du Forum de la ville de Dakar. Barthélémy Diaz est au micro d'Al Hassan Ba, je vous propose de l'écouter. L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. L'eau à Dakar, il ne s'agit pas de parler que de difficultés que rencontrent les populations dakaroises pour pouvoir avoir accès à l'eau. Nous le savons tous, il y a des quartiers à Dakar qui peuvent rester des jours, voire des semaines sans eau. Mais il y a énormément de sites qui regroupent du public et qui n'ont pas accès à l'eau. Je prends pour exemple récemment à Dakar, lors de l'incendie de la salle des ventes, il y avait des difficultés pour éteindre cet incendie parce que malheureusement il n'y avait pas de bouche d'incendie. Dakar capitale, Dakar ville, Dakar porte de l'Afrique sans bouche d'incendie, c'est une problématique. Dakar dans les eaux. Dakar dans les eaux, les inondations sont assez traumatisantes pour les populations dakaroises, mais Dakar dans les eaux nous interpelle. Nous interpelle en tant que peuple, nous interpelle en tant que nation. Comment peut-on accepter aujourd'hui à Dakar de voir des lotissements, pour ne pas dire des villes, se développer sans aucun assainissement? Opération en Casamance. Après la récupération par l'armée des bases du MFDC dans le nord Sindian, l'armée pourrait faire face à la circulation illicite d'armes légères, voire au retour des braquages. Cette inquiétude, c'est celle du responsable du mouvement de lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre en Afrique de l'Ouest. Son témoignage dans ce reportage signé Boubacar Diassi. Les opérations de sécurisation menées par l'armée dans le nord Sindian
avec comme objectif le démantèlement des bases du MFDC, ont pour conséquence la dissémination d'armes légères et de petit calibre dans une partie de la région sud du pays. Une inquiétude pour le responsable régional du Malao. Nous nous préoccupons également de la sécurité des populations, notamment avec la circulation illicite des armes légères. Et on sait qu'aujourd'hui, s'il y a une attaque comme ça, c'est la débandade. Des éléments armés pourraient effectivement se déplacer de leur camp et aller se faufiler dans les populations. Mais tout le monde sait qu'en se retirant de leur base, on n'est pas sûr qu'ils aillent les mains libres. Et si toutefois qu'ils se déplacent avec des armes, ça veut dire quoi? Ils peuvent être au sein des populations, ces armes peuvent être au sein des populations, et bonjour les dégâts. Ce qui veut dire que nous sommes préoccupés aujourd'hui par cette dissémination de ces armes au niveau de la Casamance. Parce que tout simplement, quand il y a une attaque comme ça, chacun essaye de préserver sa vie en allant se cacher ailleurs, on ne sait pas où exactement, et ça pose la problématique globale de la sécurité des populations. L'autre conséquence, c'est éventuellement le retour des braquages sur les routes nationales et régionales qui mènent vers certaines grandes villes de la Casamance naturelle. C'est la préoccupation de tout le monde parce que tout simplement pour nous, la sécurité n'a pas de prix et que aujourd'hui, les gens devraient avoir peur même de voyager dans ces zones-là parce qu'en réalité, on ne sait pas si effectivement les braquages qui ont disparu depuis très longtemps ne peuvent pas reprendre avec cette nouvelle situation. Parce que si donc ces gens tranquillement vivaient leur vie en laissant les populations traverser facilement, mais une personne qui a l'habitude de vivre comme ça, s'il n'a que son arme pour vivre, justement, il va utiliser son arme pour vivre. Et utilisant cette arme pour vivre, ça peut se traduire par des braquages, d'autres exactions, etc. qu'on ne souhaite pas, en tout cas pour la Casamance. Le 14 mars dernier, l'armée nationale a lancé des opérations de sécurisation de la bande frontalière, communément appelée le Nord Sindian. Le collectif des orphelins de la première guerre du Golfe annonce une grève de la faim illimitée à partir du 21 mars, le jour de l'anniversaire du crash de l'avion Hercule C-130 numéro 467. Les veuves et les orphelins exigent une reconnaissance de l'État du Sénégal et des indemnisations en bonne et due forme. Je vous propose d'écouter le président du collectif. Ces propos ont été recueillis en conférence de presse à l'occasion d'un point de presse devant l'ambassade du Koweït et qui s'est tenue ce vendredi. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Maïmouna Ndiaye. Depuis lors, on n'a pas vu l'assurance de l'avion, on n'a pas vu les indemnités que l'ONU avait octroyées aux forces qui étaient présentes lors de la guerre. Même la reconnaissance que l'État devrait faire ne l'a pas fait, c'est-à-dire le 21 mars. Pourquoi pas l'État ne fait pas une cérémonie pour honorer ces djambars? Pourquoi cette mutisme? C'est pour cela qu'on est venu devant l'opinion nationale et internationale pour les autorités, pour leur dire que nous réclamons juste l'assurance de l'avion, les indemnités que nos pères devraient avoir et la reconnaissance de l'État. Et pour ce, on a dit que nous allons annoncer aussi notre grève de la faim qu'on entamera, Inch'Allah, le 21 mars 2022 au niveau de la rue Djambar, en face Camp Dial Diop. La rue Djambar qu'on avait baptisée rue Djambar à cause des Djambars qui sont péris au niveau de la guerre du Golfe. Relance du secteur du tourisme. La société d'aménagement et de promotion des côtes des zones touristiques du Sénégal vient de recevoir 4 véhicules de nettoiement. Objectif du gouvernement, faire de la station balnéaire de Saly un endroit plus attractif, capable de répondre aux exigences des touristes en matière de propreté. Face à la presse, le directeur de la SAPCO a également annoncé l'inauguration prochaine de la nouvelle station de Pointe-Sarène. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. Aujourd'hui, nous réceptionnons un lot d'engins financé par la Banque mondiale à travers le programme de développement du tourisme et des entreprises. Un lot composé d'une pelleteuse, d'un camion benne à ciel ouvert, d'une tractopelle et d'un camion benne tasseuse.
c'est important pour nous. Suite aux travaux d'aménagement et de restauration des plages de Saly, de la zone de la Petite Côte, il était nécessaire de participer au relèvement du standing, en tout cas au niveau de Saly. Je pense qu'à travers ce comité, cela nous permettra aussi, sur les concessions d'activités, comme demandé par les acteurs, de pouvoir améliorer en tout cas le recouvrement des concessions d'activité. Et je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde parce que cela participera certainement aussi à améliorer notre cadre de vie au niveau de Saly, de la station de Saly. Mais Pointe-Sarène, la station, en tout cas l'hôtel Rio, sera réceptionné bientôt. Et je pense que la fonctionnalité même, le démarrage de la station sera pour bientôt avec le premier hôtel, Rio, avec 522 chambres. Et je pense que c'est un démarrage quand même qu'il faudra saluer à sa juste valeur. À Toubacouta, l'association Foti Culture, centre d'art nomade, a formé plus de 80 jeunes en art audiovisuel et cinématographique. Pour le président de l'association, il s'agit avant tout d'outiller la jeunesse afin de permettre aux futurs cinéastes de maîtriser les techniques d'un art en pleine expansion au Sénégal. Plus d'explications dans ce reportage signé Aminata Goudiaby et Karim Bey. Le centre d'interprétation culturelle de Toubacouta a abrité durant 11 jours cette formation. Les bénéficiaires, des jeunes talents venus de diverses régions du Sénégal. Ils ont été formés spécifiquement sur le scénario et la fiction cinématographique. En 2017, nous avons glissé dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Et cela au vu de l'importance ou l'intérêt que les gens portaient de plus en plus dans le secteur du cinéma. On nous a plus ou moins fait appel pour, au vu de notre expérience, de notre ancrage dans les régions, à apporter le même système ou bien le même modèle dans le secteur du cinéma. C'est une formation professionnalisante. Les 12 jeunes talents sélectionnés ont acquis des compétences qui vont les aider à mieux travailler leur scénario futur. Mon objectif ici est de travailler en deux temps. Le premier temps, c'est celui de parler un langage commun, parler un langage cinématographique, apprendre les mots et apprendre à pouvoir se détacher de l'œuvre. Le scénario est un outil de travail sur lequel tout le monde vient mettre son idée. Tout le monde a une petite idée. Prendre d'abord la structure, comment ça se dessine, c'est une technique, comme une voiture qu'on répare, dont on connaît les éléments. L'un des objectifs de ce projet est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes issus des régions. Le rôle d'AMA et de Foti, en fait, c'est effectivement de s'insérer en fait dans des écosystèmes que l'État du Sénégal développe actuellement sur le secteur du cinéma dans les régions. Notre plus grand bonheur, effectivement, c'est de voir des jeunes de toutes les régions du Sénégal qui se regroupent pendant un certain nombre de temps en immersion totale pour travailler à plein temps sur leurs propres projets et aussi évidemment se rencontrer et créer un réseau professionnel. Ce programme s'inscrit dans les accords de coopération 2021-2025 entre Wallonie-Bruxelles et le Sénégal. À cet effet, 80 jeunes Sénégalais issus de 10 régions ont été déjà formés. Le mois de mars, un mois où la rédaction met en avant le parcours des femmes et les nombreux obstacles qu'elles rencontrent au quotidien. Ce soir, retour sur le film Félicité, réalisé en 2017 par Alain Gomis. Dans cette production, il nous raconte l'histoire de Félicité, une chanteuse de Kinshasa qui, suite au grave accident de son fils, se lance dans une quête désespérée afin de récolter la somme nécessaire pour l'opérer. Un film sur le combat d'une mère forte et courageuse, un hommage aux femmes africaines sans stéréotypes et sans clichés. Ibou Diouf et Chersar. Dans cette production, Félicité, le personnage principal est une femme, un fait qui n'est pas anodin dans un paysage cinématographique qui manque encore cruellement d'héroïnes noires, notamment africaines. Je voulais avoir un personnage qui soit parmi ces femmes-là qui se battent tous les jours, qui font en sorte que le foyer tient le coup, tient debout, qui doivent assurer beaucoup de choses du quotidien. Félicité mène, comme nombre de femmes du continent, une vie fondée sur une savante économie de la débrouille. Et pour ce réalisateur, il s'agit d'un cri de cœur pour les femmes battantes. Alors il y avait non seulement le personnage principal, il y avait des membres de l'équipe technique, donc la chef opératrice aussi.
Donc mon rôle à moi, il était aussi de proposer quelque chose et de voir aussi comment elle me revenait, parce que moi j'ai un regard aussi masculin et du coup elle m'amenait à faire des adaptations aussi et j'essayais de devenir leur porte-parole en fait. Félicité paraît donc être une femme du commun, comme l'était d'ailleurs jusqu'au succès final international des films l'excellente actrice congolaise qui l'interprète, Vero Mutu. Bien sûr, je pense que le cinéma, d'une manière générale, les films, qu'ils soient pour le cinéma, la télévision, ont besoin de regards différenciés. Une même situation peut être regardée, et c'est une histoire de point de vue dont on parle beaucoup au cinéma, selon des points de vue très différents. Pour Alain Gomis, le tour de magie du film est de révéler la beauté de la vie malgré ses aspérités dans son plus simple apparat. Mais ce gap, en fait, on le voit tous les jours. Il est d'abord dans nos foyers. Donc, c'est un effort de toutes, les communautés d'une manière générale, de voir. Et d'abord, ça passe par chacun d'entre nous de voir ce qu'on a à faire. Félicité, c'est cette chanteuse de Kinshasa qui représente des millions de femmes africaines qui se lancent dans une quête désespérée pour subvenir aux besoins de se protéger. En sport éliminatoire de la Coupe du monde de football, le sélectionneur de l'équipe nationale a publié une liste de 26 joueurs pour le match aller face à l'Égypte. Pour Aliou Cissé, malgré la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, cette nouvelle rencontre n'est pas à prendre à la légère. Sa réaction dans ce reportage signé Pape Faraning et Pape Sangone Mbaye. Une double confrontation plus qu'importante après la finale gagnée contre l'Égypte. Le sélectionneur national veut confirmer son statut de meilleure équipe africaine, même s'il reconnaît que ça sera très difficile. Cette équipe égyptienne est une équipe très valeureuse. C'est une équipe aujourd'hui qui joue avec ses qualités, qui est arrivée en finale, qui n'est pas arrivée en finale par hasard. Cette double confrontation, je le dis, je le répète, sera vraiment très rude et très difficile, notamment le premier match qu'on aura joué au Caire. C'est une équipe revancharde, c'est une équipe qui voudra aussi se qualifier au mondial, vu que le dernier mondial, ils y étaient. La Coupe du Monde est la compétition la plus grande, en réalité, la plus excitante, la plus extraordinaire en réalité en termes de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller. L'Égypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi. Tous les grands entraîneurs ont envie d'être au rendez-vous de cette manifestation internationale qui se déroulera au Qatar. Le retour de Youssouf Sabaly dans l'équipe et l'équation d'Ismaïla Sarr sur le côté droit, une bonne chose selon Aliou Cissé. Vous me parlez aujourd'hui d'un poste où on a Youssouf Sabaly et Bouna Sarr. Je trouve que c'est très bien d'avoir vraiment de très grands joueurs, très grands défenseurs qui est Bouna, très grand joueur qui est aujourd'hui Youssouf Sabaly. Je pense que c'est très important pour nous. Ce qui est important, c'est qu'arriver à avoir vraiment de très bons joueurs, doubler nos postes et que cette concurrence qu'il va avoir dans cette équipe, cette concurrence-là soit saine. Parmi les champions d'Afrique, 4 seront absents. Notez aussi, bien sûr, l'absence de 2 gardiens qui sont Célidien qui est blessé, et Alfred aussi qui est blessé pratiquement, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Vous remarquerez aussi l'absence d'Ibrahima Mbaye, due aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent, et Lopi qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir, qui n'a pas pu être convoqué. L'équipe sera au complet le lundi. Le regroupement est prévu à Marrakech avec une séance dans l'après-midi avant de rallier l'Égypte le jeudi. Et puis le regroupement des Lions est prévu au Maroc, plus précisément à Marrakech. L'équipe sera au complet le lundi et une séance d'entraînement est prévue dans l'après-midi. Les détails sur le programme d'entraînement de l'équipe nationale avec le sélectionneur Aliou Cissé, toujours au micro de Pape Faraning. Concernant la planification, nous voyageons normalement dans la nuit de samedi à dimanche, si je me trompe pas, pour arriver à Marrakech. On aura l'ensemble des joueurs normalement le lundi. Ils vont atterrir à partir de 15h et je crois que le premier entraînement, la première séance sera vers 19h, le temps de les laisser récupérer. Le mardi, on aura une autre séance
vers très tard. Le mercredi, pareil. Et le jeudi, en réalité, on s'entraîne le matin. Le jeudi, on s'entraîne au stade du Caire pour pouvoir jouer le vendredi. Retenez que lundi, c'est le début du stage. Il y aura une séance. Mardi, il y aura une séance. Mercredi, il y aura une séance à Marrakech. On voyagera le mercredi matin. On voyagera le jeudi matin pour pouvoir s'entraîner le jeudi après-midi au Caire et jouer le vendredi. Après le match du vendredi, on ralliera tout de suite Dakar pour venir rapidement préparer ce deuxième match-là. Comme vous le dites, le temps est très 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 court, mais on a quand même 3-4 séances qui vont nous permettre, si vous voulez, de bien nous préparer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Soir d'info avec Binta Diallo et son invité Étienne Désiré Diouf, spécialiste en promotion de l'entrepreneuriat. Excellente suite des programmes sur notre antenne.